Coralie. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis très heureux d'accueillir et de vous présenter ce matin Madame Catherine Demangeot, qui est notre première intervenante de la matinée. Bonjour Catherine. Bonjour Ronan et bonjour à tous. Catherine, vous êtes professeure associée en marketing à l'IESEG School of Management, qui est une école qui est située à la fois à Paris et à Lille. Vous êtes également co-directrice de son centre d'excellence pour l'engagement interculturel, qui a été créé par l'IESEG il y a quelques années et en fait qui a pour objectif de renforcer l'apprentissage, l'enseignement et la recherche interculturelle, notamment en mettant en lien des étudiants, des entrepreneurs et des chercheurs. Et puis, vous avez travaillé en même temps pendant plus d'une vingtaine d'années à l'étranger, notamment à Dubaï en Angleterre. Et justement, Catherine, à partir de vos expériences professionnelles et de vos recherches universitaires, vous allez nous expliquer ce matin en quoi finalement, pour les marketeurs et les communicants, pourquoi ils sont concernés aujourd'hui par la diversité. Voilà. Alors, comme disait Coralie tout à l'heure, on vous invite à partager vos questions, à nous les adresser. Et puis, à l'issue de votre présentation, Catherine, on aura un temps de questions-réponses avec les questions qui vous sont posées. Voilà, je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup Ronan et bonjour à tous. Alors, je suis ravie d'avoir l'occasion ce matin de partager certains éléments de nos recherches et d'être aussi en compagnie d'Ingrid et de Florie, dont les entreprises ont des initiatives si intéressantes. Alors, je vais commencer par partager mon écran et m'assurer que vous le voyez bien. Ça va là? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il a vrai? Ok, très bien. Ok, donc ce que je vous propose, si vous voulez, pour cette séquence, si vous voulez, donc je vous propose un peu de le faire en 4 étapes. Déjà de commencer, alors comme le disait Coralie, le marketing et la diversité en quelque sorte, c'est un sujet qui est vaste avec beaucoup de facettes, etc. Donc c'est peut-être déjà de commencer à poser un petit peu le sujet et aussi de parler de l'expérience consommateur de la diversité, pour ensuite parler de la façon dont la diversité dans nos sociétés, elle se traduit, si vous voulez, en termes de consommation. Puis de parler pourquoi un marketing inclusif en termes d'enjeux et en termes d'écueils aussi. Et puis pour finir sur comment on peut essayer de développer des compétences en fait, pour une approche de marketing inclusif. Alors, je m'excuse, je vais essayer d'enlever ce chat dans ma gorge. Et je voudrais aussi, donc, comme le disait Ronan il y a une minute, j'ai passé pas mal de temps à l'étranger. Et donc, ne cherchez pas plus loin pour trouver une raison à mon français qui est parfois un petit peu approximative. Alors, juste pour commencer, je voudrais, pour moi, si vous voulez, ce que j'appelle le marketing inclusif, c'est en fait une démarche marketing ou communication qui embrasse la diversité ou la différence, si vous voulez, qui existe dans nos marchés et dans nos sociétés. Alors évidemment, il y a différentes dimensions. Il y a une dimension légale, il y a une dimension morale, et puis il y a aussi une dimension stratégique. Et c'est vraiment de celle-là que je voudrais parler ce matin. Alors, je voudrais aussi évacuer, si vous voulez, le fait qu'il y a quand même des effets délétères en ce moment et on est un peu en train de subir ces effets de ce qu'on appelle alors le diversity washing ou le work washing, qui est assez similaire à ce qu'on a vu en termes de greenwashing, avec des marques, parmi les plus grandes, comme Pepsi, qui font des flops énormes. En fait, en utilisant la diversité comme sujet, mais vraiment à fleur de peau, si vous voulez, et sans avoir, en fait, en utilisant simplement comme un sujet et sans être vraiment impliqué dedans. Alors, il y a toujours un petit peu des débats sur l'avantage, les avantages d'avoir un marketing inclusif, etc. Il y a toujours des conversations qui sont là-dessus. Ceci dit, de plus en plus, les entreprises réalisent que ne pas en fait, avoir une démarche inclusive, ça peut coûter très, très cher. Alors, par exemple, vous vous souvenez peut-être de Peloton,
qui, je crois que c'était il y a 2 Noëls, avait perdu donc 1,5 milliard de dollars en valeur très, très rapidement, simplement à la suite d'une pub au moment de Noël qui avait été considérée comme étant extrêmement sexiste. Alors, de nouveau, la diversité, si vous voulez, c'est difficile à définir. Il y a de multiples facettes et d'une façon un petit peu paradoxale, la façon la plus simple que j'ai trouvé de définir en quelque sorte ce qu'on appelle la diversité, c'est de reprendre la loi sur les discriminations de 2016 qui cite en fait 23 critères. Donc là, je les ai en rouge de discrimination. En fait, cette liste, en quelque sorte, elle constitue ce qu'on appelle, ce qu'on peut considérer comme étant la diversité, au moins sur le territoire français. Alors maintenant, il y a 25 critères, donc c'est une liste qui continue d'évoluer. Et en fait, cette liste peut varier d'un marché à l'autre, d'un pays à l'autre. Alors, je pense que peut-être pour commencer de se poser la question d'un marketing inclusif, etc., c'est intéressant déjà de penser à l'expérience consommateur, en fait, et en fait les besoins que les consommateurs peuvent avoir par rapport à la diversité dans des marques, dans des environnements multiculturels. Et en particulier, en termes de ce que les marketeurs et de ce que consommer peut leur apporter. Alors, on a identifié, donc, dans une étude récente, on a identifié en fait 6 besoins importants et des plus fondamentaux. Et je commence par là. Alors, le premier, c'est cette idée de sécurité. Et en fait, cette idée de se sentir, donc, quelle que soit notre différence, en quelque sorte, c'est de se sentir bienvenu et en sécurité dans les espaces. Et à ce niveau-là, donc, on peut penser à l'initiative très récente de Carrefour, je crois que c'est la semaine dernière, de généraliser son heure silencieuse dans ses hyper et supermarchés, donc pour les personnes qui ont des problèmes avec la stimulation acoustique dans certains environnements. Après, il y a la question de la visibilité, c'est-à-dire de chacun de se sentir vraiment adressé de façon bienveillante et qui ne soit pas stéréotypé dans les représentations. Et alors là, on pense immédiatement à tout un tas de problèmes et de difficultés, avec par exemple, et en particulier, donc là je cite une enquête de Getty Images qui parle du fait que les seniors ne se reconnaissent pas du tout dans la pub. Après, il y a la question de l'opportunité, et cette question, c'est-à-dire d'avoir accès de façon équitable à toutes les offres. Et puis, donc, on peut passer à d'autres besoins au-dessus de ceux qui sont les questions d'utilité, donc de pouvoir avoir et de pouvoir ressentir en quelque sorte des expériences positives de la diversité. Des questions de compétences, donc de pouvoir être compétent et pouvoir consommer de façon compétente. Alors, par exemple, on peut penser, vous savez, à parfois le déboussolement qu'on peut avoir quand on est dans des marchés, dans des endroits, dans des lieux différents, et on ne sait pas forcément comment fonctionne le système de file d'attente dans différents pays, etc. Donc, en fait, le besoin, c'est un besoin de compétences, et puis il peut y avoir aussi un besoin et puis une satisfaction, si vous voulez, d'avoir acquis une sorte, ce qu'on appelle une navigabilité culturelle, c'est-à-dire la capacité donc, de pouvoir s'enrichir, si vous voulez, de notre expérience de la diversité par le biais de la consommation. Et là, donc, alors, je suis sûre qu'on va l'entendre, on va revenir sur le sujet et les cafés joyeux, mais je pense que donc, leur initiative correspond tout à fait à ce genre de besoin, c'est-à-dire de permettre donc, à des consommateurs d'avoir des expériences enrichissantes avec des serveurs qui sont porteurs d'un handicap cognitif ou mental. Donc, en termes donc pour penser la diversité dans nos sociétés, ses origines, si vous voulez, un petit peu la façon dont elle se manifeste. Alors, évidemment, il y a eu des migrations, mais il y a aussi des choses qui sont peut-être, dont on parle peut-être beaucoup moins, c'est en fait toutes ces mobilités temporaires, tous les voyages qu'on fait, tous les séjours, toutes les rencontres qu'on fait avec des gens qui viennent séjourner, nos études, les programmes Erasmus, les stages, etc., qui font qu'en fait, on a une vision, on a tous une vision du monde
qui est vraiment diverse, de tout un tas de cultures, etc. Il y a aussi la porosité des médias, Internet, ce qui fait qu'on peut avoir tout un tas d'expositions à différentes cultures sans bouger de son fauteuil ou de son écran Zoom en particulier. Et puis évidemment, il y a tout un tas de différences et d'orientations. Alors tout ça, ça fait qu'en fait, nos identités, si vous voulez, elles sont autant affiliatives, c'est-à-dire on se sent un attachement, on sent une attirance en quelque sorte pour différentes cultures que d'origine. Okay. Alors par exemple, quelqu'un peut, donc Muji par exemple, la marque japonaise, elle joue beaucoup sur le fait que la culture japonaise, même si on n'est pas forcément allé au Japon, même si on n'a pas d'origine japonaise, peut être vraiment attirante, séduisante, etc. Et donc, joue là-dessus de façon à ce que les personnes qui le souhaitent puissent en fait participer en quelque sorte à cette culture par le biais de la consommation d'objets de chez Muji. Et puis, il y a aussi un autre phénomène qui fait que, en fait, on a de plus en plus de différents niveaux d'affiliation. Alors, souvent, on était, avant, on était plus une affiliation nationale, mais évidemment, et je suis sûre que vous êtes bien placés pour le savoir, il y a aussi toutes ces affiliations régionales. Il peut y avoir des affiliations au niveau d'un continent. Et puis, il y a aussi tout cet aspect de l'attachement au local, et qu'on constate de plus en plus en cette période de pandémie, etc., qui peut aussi avoir un reflet en quelque sorte d'anti-globalisation. Et là-dessus, évidemment, notre presse-là a été vraiment bien surfé sur cet élément. Alors, de fait, ça veut dire que la consommation devient un vrai domaine d'expression d'affiliation culturelle diverse. Alors, on connaît tous la mondialisation des goûts, la diversification à l'extrême, en quelque sorte, de l'offre culinaire, les cuisines exotiques, les cuisines de terroir, etc. Mais aussi, donc même sur des catégories qui sont moins marquées, on voit aussi comment les affiliations culturelles peuvent s'exprimer à travers des marques. Alors ici, par exemple, c'est une étude qu'une collègue a faite des top 20 marques de jus de fruits en Russie en termes de part de marché. Et si vous regardez donc en termes de la façon dont les marques peuvent utiliser l'alphabet cyrillique ou bien l'alphabet occidental, le nom des marques, est-ce qu'elles s'expriment, est-ce qu'elles sont en russe ou bien est-ce qu'elles sont en français ou en anglais, etc. Le type de design, etc. En fait, on voit qu'elles font appel à des valeurs qui sont très différentes. Alors, même si on peut penser que le marché russe, il est en fait relativement uniforme en termes culturels, en fait, on voit qu'il y a tout un tas d'affiliations possibles, si vous voulez, parmi les marques. Alors, vous voyez ici, par exemple, la différence entre une marque qui dit ma famille, une autre qui dit moi, ou oui, une qui dit riche. Et puis, on a donc Biotime, une marque avec un nom anglais, et puis vous avez Caprice, qui probablement, si vous voulez, fait appel à cette affiliation traditionnelle avec la culture française qui existe en Russie. Donc ça, si vous voulez, donc la consommation et le marché, c'est vraiment un moyen pour tout le monde de pouvoir justement jouer en quelque sorte de ces différentes affiliations et identités affiliatives. Alors évidemment, il y a des spécificités. Alors avec ce grand principe de l'universalisme, en opposition au séparatisme, au communautarisme, et en gros, ça veut dire que idéalement, d'être français, ça implique que nos origines n'ont pas d'importance. En fait, on gomme, en quelque sorte, on ignore d'autres formes possibles d'identité. Et le résultat, en fait, c'est qu'on a tendance à ne parler que de la majorité et qu'il y a, en quelque sorte, un déficit de représentation et parfois de conception, si vous voulez, des différentes minorités qui peuvent ne pas du tout se sentir représentées et visibles dans cette situation. Et puis aussi, évidemment, on a une absence de statistiques sur les minorités ethniques et religieuses. C'est compliqué pour les marketeurs de ne pas avoir de données pour prendre les décisions, etc. Et puis,
finalement, c'est un terrain qui est très politisé. Alors, on se rappelle peut-être tous de la dernière polémique avec Gérald Darmanin, qui se disait choqué par les rayons de cuisine communautaire, donc les cuisines du monde qui existent dans les supermarchés et les hypermarchés. Alors, dans ce contexte, si vous voulez, le marketing inclusif, pourquoi? Et ça sert à quoi? Alors, je pense qu'il y a 4 grandes raisons et 4 grands intérêts, en quelque sorte, pour le marketing inclusif. Le premier, c'est de mieux servir certains besoins en développant, par exemple, des produits niches. Alors là, il y a l'exemple de Cole Creatives, qui ont développé des brosses, des outils, en quelque sorte, de maquillage pour des personnes qui ont un handicap moteur, pour leur permettre d'arriver à se maquiller en dépit de l'approximation, en quelque sorte, de leurs gestes. Ça peut être aussi pour mieux servir certains besoins par le biais d'une offre plus différenciée, par exemple avec des extensions de marques, comme le Bourget. Donc, il y a une gamme de collants qui sont faits en quelque sorte pour toutes différentes couleurs de peau. Ça peut être aussi alors par le biais de la publicité et des représentations, si vous voulez. On connaît l'importance de la publicité pour conduire à un attachement à la marque, au-delà des produits eux-mêmes, mais à la marque elle-même. Et donc, cette idée de représenter la société de façon authentique et inclusive, elle est importante. Et par exemple, Ikea sont vraiment des maîtres dans ce domaine, qui arrivent à représenter tout un tas de familles très, très diverses dans leur scénario de vie de tous les jours. Et puis, il y a aussi, donc, pour certaines marques, il est vraiment question en quelque sorte, de s'engager sur des valeurs et vraiment d'avoir cette résonance, ce que j'appelle une résonance sociétale, c'est-à-dire que donc, il y a une attente vraiment croissante dans la population, si vous voulez, que les marques s'engagent sur des problèmes sociétaux. Ça, il y a des enquêtes qui montrent que de plus en plus, on demande aux marques de s'engager, de prendre position et en quelque sorte de résoudre certains des problèmes sociétaux. Et là, évidemment, un des super exemples, c'est Dove, avec leur campagne sur la vraie beauté des femmes, et tout le travail qui a été fait par rapport à ces idées et ces valeurs. Alors, comment faire et en quoi ça consiste, etc. Donc, pour moi, le premier enjeu, c'est vraiment cette idée déjà de donner accès, donc de créer un espace commun qui soit inclusif de consommation pour tous. Alors ici, donc trois exemples. Alors, on a parlé de Carrefour et de leur heure silencieuse pendant chaque semaine. On peut aussi parler donc à nouveau de Ikea qui en fait se sont associés avec une association en Israël pour en faire développer des plans pour des outils en quelque sorte qui peuvent être imprimés en 3D par des personnes qui ont des handicaps, qui sont en position de handicap et qui auraient besoin de quelque chose de supplémentaire pour bien utiliser les mobilités. Alors par exemple ici, on voit quelqu'un, donc une sorte de poignée adaptée de façon à ce que la personne puisse ouvrir une porte avec son avant-bras plutôt qu'avec sa main. Et puis, il y a aussi, donc, quand on parle accès et on parle de diversité, il est de plus en plus important de penser à cette idée d'accès par le biais de la technologie et des personnes qui n'ont pas en fait accès à Internet. Alors, par exemple, on a peut-être vu dans certaines villes des problèmes avec la distribution de masques gratuits qui étaient dépendantes du fait que les gens doivent s'inscrire. Et par contre, donc d'autres municipalités, donc comme ici celle de Lyon, qui demandent aux gens de s'inscrire ou bien, pour celles qui n'ont pas les moyens, de contacter un service par téléphone. Alors, deuxième enjeu, cette question des représentations, de représentation juste et inclusive, et en particulier, donc, si vous voulez, alors là, c'est aussi une question, donc c'est non seulement une question de responsabilité,
et autant, si vous voulez, qu'une question d'engagement et de décision sur des valeurs. Alors, pour sortir en quelque sorte de ces représentations qui, en fait, continuent de véhiculer non seulement des stéréotypes, mais aussi parfois des suggestions de violence, ici comme peut-être de viol, et au contraire, donc d'avoir des représentations, de produire des représentations, comme ici dans le cas de Décathlon, si vous voulez, qui soient contre-stéréotypicales, si je me souviens pas, du terme. Et ici, par exemple, où on représente une fille qui, avec des gants de boxe, ce qui n'est pas forcément l'image la plus attendue. Et puis le troisième enjeu, donc ça c'est pour les entreprises qui sont sur l'international, c'est en fait de savoir gérer la diversité qui est induite par l'internationalisation. Et ici, l'une des difficultés, si vous voulez, c'est qu'en allant d'un marché multiculturel à un autre, avec dans chacun des marchés une définition peut-être différente de la diversité, il est possible de créer des confusions. Et donc c'est vraiment important, si vous voulez, d'avoir une sorte d'intention et de cohérence, si vous voulez, en termes de valeurs de marque et de plans, de façon à pouvoir savoir comment décliner ces valeurs dans différents marchés en s'adaptant évidemment à chacun des marchés. Et ça, c'était quelque chose, par exemple, qui avait été une question à laquelle IKEA s'était heurtée il y a quelques années. Alors, vous vous souvenez peut-être, la première année où ils ont ouvert la première boutique en Arabie Saoudite. Et en fait, leur catalogue, ils avaient airbrushé, photoshopé toutes les femmes. Il y avait sensibilité en Arabie Saoudite par rapport à la représentation des femmes. Et donc, ça a été la solution qui avait été trouvée. Alors, évidemment, donc voilà la page sur la droite qui était en Arabie, qui était dans le catalogue saoudien. Par rapport à celle de gauche dans les autres catalogues. Vous savez, donc le catalogue avait été circulé, a fini par circuler en Europe, et ça avait créé tout un problème pour IKEA qui avait dû s'excuser par rapport à cette idée de cacher les femmes sur son catalogue. Donc vraiment, c'est l'importance de savoir et de décider dès le départ, de concevoir comment la marque, en quelque sorte, va s'adapter à ces différents marchés. Alors, en termes d'écueils à naviguer dans des démarches de marketing inclusif, alors il y a la difficulté de faire attention de ne surtout pas stéréotyper. Alors ici, par exemple, si vous voyez sur cette publicité pour un département d'athlétisme dans une université américaine, vous voyez qu'il y a deux modèles qui sont blancs et dont on parle du futur. Je suis une future docteur et je suis une future financière. Et puis, on a deux modèles noirs qui n'ont pas de futur, à l'évidence, qui ont simplement un statut d'être africain, afro-américaine, une femme afro-américaine et d'être un frère. Donc là, vraiment un vrai problème. Ensuite, il y a la question que l'engagement sur des valeurs, ça peut être clivant. Et il y a une nécessité d'être vraiment prêt à réagir. Alors, par exemple, vous vous souvenez peut-être de Décathlon qui avait essayé donc de lancer un hijab de course en France dans ses boutiques et qui en fait avait reçu tout un tas de réactions de représentants politiques et autres, etc. Et qui avaient vraiment été loués en quelque sorte pour leur façon très, très rapide et sereine en quelque sorte de réagir à cela. En particulier, donc, il y avait leur Yann, qui était le community manager, qui répondait régulièrement, qui avait été remarqué par tout un tas de journaux, etc. Même si Décathlon a finalement dû retirer ce hijab du fait de menaces qui avaient été imposées, qui avaient reçu certains de leurs employés. Et puis finalement, il y a aussi un danger que, alors vous savez, en marketing, on apprend c'est important de cibler, etc. Mais en fait, cibler, ça peut devenir une sorte de stigmatisation si en fait on ne représente certains consommateurs que pour certaines catégories de produits.
Donc, en particulier, si on ne voit une personne de certaines origines que pour des pubs de produits ethniques, en quelque sorte, ou bien sur des pubs de Paris, etc., il peut y avoir un danger de stigmatisation qui est attaché à ces représentations trop singulières, en quelque sorte, de la diversité. Et puis, donc ça, là, maintenant, je parle en fait, d'un aspect plus B2B, mais c'est cette idée donc, vraiment importante de consolider en fait, la communication qui est vraiment fragilisée par la globalisation et la technologie. Donc là, je pense aux entreprises qui peuvent donc, être à l'international en train d'interagir avec un tas de parties prenantes, d'importateurs, distributeurs, etc., partout. Et le fait que, en fait, donc la communication, elle a vraiment lieu dans un contexte où les normes et les valeurs sont rarement claires, rarement partagées, où les communications ont souvent lieu dans une langue que personne ne maîtrise trop. Il y a des questions de pouvoir et de culture. Donc, quand on a plein de personnes à un siège qui parlent une langue avec des personnes plus isolées dans un tas de régions, etc., on vient vite à un syndrome du nous et eux. Et puis, la question aussi que le fait que une culture d'entreprise, elle peut aussi contenir des biais cachés. Alors, par exemple, vous avez une culture de consultation, par exemple, ça peut être perçu donc, sur certains marchés comme vraiment étant un manque d'assurance ou un manque de compétences, etc. Donc là, vraiment, cette idée de veiller à cette question de communication. On a l'impression qu'elle est de plus en plus simple avec tous les outils, mais en fait, elle est vraiment fragile. Alors, donc, dernière partie, comment développer une démarche de marketing inclusif. Et si vous voulez, l'idéal, c'est vraiment d'obtenir cet alignement entre la vision d'une entreprise, ce qui se passe au sein de l'organisation, l'élément marketing et communication, et puis le marché et la société. De toute façon, c'est une vraie résonance, si vous voulez, avec les tendances et l'évolution de la société. Par contre, ce qu'on constate, c'est que parfois, il y a un peu des disconnects entre différents éléments qui rendent la situation complexe, qui accroissent les coûts, qui sont frustrantes dans la mesure où on n'obtient pas les résultats qu'on espère. Et donc, et la dernière slide, donc, une étude récente, en fait, on a qui résulte d'une trentaine d'entretiens avec des marketing directors, des communicants sur tout un tas de marchés, donc tout un tas de domaines, etc. Et les résultats, donc ce qu'on peut en dire, ce qu'on a trouvé en quelque sorte, c'est qu'il semblerait qu'il y a 5 blocs importants, si vous voulez, pour construire cette démarche de marketing inclusif. Alors, une première, de façon à ce que, donc à nouveau, on ait cette résonance entre l'organisation, ce qui se passe au niveau de l'organisation et la société. Alors, le premier, c'est vraiment cette idée de l'importance de donner du sens et de s'engager sur le long terme par rapport à cette position inclusive. Donc là, c'est une question de vision, une question de responsabilité en quelque sorte de la direction. Ensuite, il y a deux autres blocs qui se répondent l'un à l'autre. Alors, le premier, c'est cette question d'organiser la porosité des personnes et des idées entre l'organisation et la société en général. Donc, de faire en sorte que vraiment au sein de la société, au sein de l'organisation, si vous voulez, il y ait vraiment la possibilité de pouvoir avoir ces idées, accès à ces idées et ces personnes qui justement sont représentatives en quelque sorte de toute la diversité dans la société. Donc ça, c'est une question d'organisation, mais pas que. Il y a aussi le besoin, si vous voulez, d'institutionnaliser cette diversité et cette inclusion comme domaine de compétences et de responsabilité. Donc, là, c'est une question de process, de s'assurer qu'en fait, cette diversité inhérente, en quelque sorte, elle soit vraiment utilisée et développée et utilisée dans chacune des décisions de l'entreprise. Et puis, finalement, il y a au niveau du marketing et de la communication, à proprement parler, là, à nouveau 2 blocs qui se répondent en quelque sorte l'un à l'autre. Le premier, c'est vraiment cette question d'avoir les outils
pour vraiment savoir écouter, en quelque sorte, et continuellement intégrer les évolutions sociétales. Et donc là, ici, on parle de systèmes d'insight qui deviennent de plus en plus le nerf de la guerre, en quelque sorte, en marketing. Et puis, donc, le bloc qui répond, en quelque sorte, c'est cette idée de développer des compétences, si vous voulez, la compétence de savoir faire résonance par le biais des produits, de notre offre de produits, le biais de nos représentations, qui répondent vraiment aux besoins sociétaux et du marché. Donc là, il est question, si vous voulez, d'avoir un écosystème marketing qui soit en mesure de faire cela. Et c'était ma dernière slide, même si je n'arrive pas à passer la dernière, qui dit simplement merci. Et je vous remercie pour votre attention et je repasse la parole à Ronan, je crois. Merci Catherine, merci beaucoup pour votre intervention et cet éclairage qui est très intéressant. Effectivement, on voit tout l'intérêt pour certaines entreprises de s'inscrire dans cette démarche de diversité. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions qui ont été posées, je ne les ai pas forcément vues. Par rapport à ce que vous nous avez dit, Catherine, et dans ce cheminement pour arriver à cette diversité, est-ce que vous pensez qu'il est important, même dans le recrutement, d'intégrer des compétences interculturelles? Alors, oui, effectivement. Donc, si vous voulez, ça, c'est des questions. Il y a beaucoup de questions qui se posent à ce niveau-là. Alors, et c'est là que donc, il y a ces deux blocs, à cette question de porosité, en quelque sorte, au niveau des personnes et des idées, mais aussi cette question de responsabilité et de domaine de compétences. Alors, effectivement, c'est de plus en plus quelque chose qu'on regarde sur un CV, la capacité d'une personne à être en mesure de travailler dans des équipes et dans des marchés, si vous voulez, qui soient divers. Donc ça, c'est non seulement donc de façon à ce que cette personne soit en mesure de développer et d'accueillir, de développer, etc., des personnes de milieux, d'origines diverses, etc. Et quand je parle d'origine, je veux aussi dire d'origine professionnelle, etc. Donc, et de même que cette personne soit en mesure, si vous voulez, de savoir quand est-ce qu'il est important et nécessaire d'intégrer, si vous voulez, une dimension diversité dans les décisions et dans les questionnements. Ce qu'on remarque souvent, si vous voulez, c'est que, vous savez, quand il y a des gros flops, et on connaît, alors, par exemple, si vous vous souvenez probablement de Dolce & Gabbana, je crois que c'est il y a 1 an ou 2 ans, avec le problème qu'ils ont eu en Chine, etc. Et souvent, donc, dans des situations comme ça, ce qu'on découvre, c'est qu'au moment où la décision a été prise de partir sur cette idée, si vous voulez, il n'y avait pas quelqu'un qui prenait en compte, qui pensait à cette dimension. Et à mesure que une fois la décision prise, si vous voulez, il était très difficile pour eux de faire demi-tour en quelque sorte. Alors oui, effectivement, je pense que ça va devenir une très importante compétence à avoir sur son CV et en quelque sorte à faire valoir, effectivement. Alors, autre question qui vous est posée, c'est comment organiser la démarche avec la DRH? Quelles recommandations pour l'alignement recherché et la porosité? Alors, c'est ici que, effectivement, donc la DRH est souvent l'endroit où ces questions se posent. Et là, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de s'assurer que, en fait, donc si on est marketeur, donc en tant que marketeur, qu'on indique, qu'on puisse vraiment indiquer, si vous voulez, quelles sont les compétences interculturelles ou multiculturelles, si vous voulez, qui sont recherchées, ainsi que les compétences métiers, etc., de façon à ce que les recrutements, si vous voulez, se fassent sur une base d'un ensemble de compétences et
permettre cette diversité qui existe. Alors, dont les départements, certainement marketing et communication, a besoin. Alors, ce qui est important, c'est en quelque sorte aussi, alors une autre étude qu'on a faite récemment, et on a remarqué que très souvent, sur les sites web, par exemple, il était fait référence à la diversité, l'inclusion, etc. Mais en fait, il n'y avait pas de fin, de but pour cette diversité d'inclusion. C'est bien en soi, et tout à fait d'accord, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en fait, à quoi elle sert? Et justement ici, donc à discuter avec les DRH, c'est vraiment cette idée on a besoin de personnes qui soient en mesure justement d'être vraiment à l'écoute et de vraiment savoir traduire, si vous voulez, ces besoins divers qui existent donc, sur nos marchés en termes de marketing, en termes d'offres de produits, en termes de représentation, etc. Donc, c'est vraiment, je crois que cette idée de donner une raison, de donner un but, si vous voulez, pour cette diversité, elle est vraiment importante. Et là, on en revient un petit peu à cette question aussi d'avoir un appui de la direction et d'avoir une sorte de faire du lobbying en quelque sorte avec une direction pour que justement il y ait vraiment un engagement et du sens qui soit donné à l'ensemble de l'organisation pour ces questions. Autrement, ça reste en quelque sorte dans des poches et c'est là que c'est compliqué. Écoutez, merci beaucoup Catherine, c'était vraiment très intéressant. Et puis voilà, on va passer la parole aux prochains intervenants et merci encore de votre intervention.